Salut à tous, c'est Simon, le CPO et cofondateur de Scribe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Backstage. Ce mois-ci, je suis parti à la rencontre de Tanguy Crusson, qui est Head of Product chez Atlassian. C'est notamment lui qui est à l'origine de leur nouveau produit, Jira Product Discovery. Avec Tanguy, on va voir quelles ont été les différentes étapes qui l'ont amené à travailler sur ce produit. On va notamment parler de l'analyse concurrentielle qu'il a pu réaliser et comment est-ce qu'il a réalisé cette analyse. On va aussi voir avec lui les différentes étapes par lesquelles il est passé pour concevoir ce nouveau produit et notamment la manière dont il a pu recruter un certain nombre d'utilisateurs, mais aussi des gens qui n'ont jamais utilisé les produits d'Atlassian pour concevoir Jira Product Discovery. C'est un épisode très dense dans lequel il nous partage beaucoup de valeurs, beaucoup de documents internes, mais aussi l'ensemble des process qu'ils ont pu suivre pour pouvoir sortir ce nouveau produit. Donc je suis sûr que si vous travaillez dans un environnement concurrentiel et que si vous êtes en train de concevoir un nouveau produit ou des nouvelles fonctionnalités, cet épisode va être très très riche et va vous apporter beaucoup de valeur. Salut Tanguy. Salut. Alors dis-moi, qui es-tu ? Je suis un Head of Product, donc je suis dans l'équipe produit à Atlassian, où je suis depuis à peu près 9 ans. Ok. C'est quoi Atlassian ? Je suis sûr que plein de gens connaissent au moins l'un de vos produits, mais peut-être pas la boîte qui se cache derrière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Atlassian ? Oui, alors en fait, c'est un peu, on a des outils qui sont un peu incontournables de nos jours pour ceux qui bossent dans le produit ou dans le développement logiciel, qui sont Jira, Confluence et Trello. On a plus de 250 000 clients et plusieurs millions d'utilisateurs qui les utilisent chaque jour. C'est combien de personnes à peu près dans la boîte aujourd'hui ? On est à peu près 1000. Avant que j'ai rejoint la boîte, on était 900. Je trouvais que c'était une boîte énorme. Ouais. Et là, on est 10 000. Qu'est-ce que je raconte ? On n'est pas 1000, on est 10 000. Donc, on était 900 et là, on est passé 10 000. On est un peu partout. Donc, la boîte a été créée en Australie. Donc, au départ, les bureaux, c'était vraiment que à Sydney. Et puis après, c'était San Francisco. Et depuis, en fait, on est un peu partout sur la planète. Moi, mon équipe est entièrement en Europe. On est la première équipe à développer un produit 100% basé en Europe et 100% remote aussi. Donc, c'est un petit peu un expériment qu'on fait depuis 3 ans ici. C'est aussi pour ça qu'on se voit à distance aujourd'hui, parce que j'avais pas de bureau dans lequel te rejoindre. Tu travailles dans le sud de la France, donc voilà, c'est le premier épisode de Product Backstage qu'on enregistre à distance comme ça. Mais donc chez Atlassian, tu me dis tu es Head of Product, notamment sur un produit qui s'appelle Jira Product Discovery, dont on va reparler en détail. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux justement parler de l'équipe produit d'Atlassian ? Tu as évoqué le fait que vous étiez 10 000, vous avez différents produits, certains qu'on connaît bien, d'autres que les gens qui nous regardent connaissent peut-être un petit peu moins bien, qui sont très, très spécifiques à certains besoins chez vos clients. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'équipe produit ? Vous êtes combien aujourd'hui au produit chez Atlassian ? Alors, à vrai dire, j'en sais rien. Combien on est exactement ? On est plusieurs centaines de personnes. En fait, la majorité des équipes travaillent avec un certain niveau d'autonomie, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de tous se connaître et exactement comment l'équipe au produit complète est organisée. C'est un petit peu le bordel au niveau de l'organisation, si je peux être honnête là-dedans, dans le sens où ce qu'on value beaucoup dedans, c'est plus l'autonomie et l'alignement sur les objectifs comment est-ce qu'on va dire ça ? Est-ce que tout le monde suive un master plan ? Donc, il y a un certain niveau d'autonomie en fonction de l'impact que chaque équipe est capable de créer, qui fait qu'on est capable de bosser avec pas l'autonomie finalement. Alors, plusieurs centaines de personnes. Généralement, le ratio, je crois que c'est un product manager pour une dizaine d'ingénieurs. Mais en vrai, ça varie beaucoup. Par exemple, j'ai été tout seul en product manager avec souvent plus de 30 ingénieurs. Donc, ça dépend un peu de comment les product managers fonctionnent. Après, il y a plein de parties qui sont très, très bien définies, que ce soit, par exemple, ce qu'on appelle le career ladder. Je suis désolé, je ne parle pas très bien français au boulot. J'ai bossé qu'en anglais depuis 15 ans. Donc, je pense que les gens qui nous regardent sont habitués aux anglicismes et aux termes, au jargon un peu, donc il n'y aura pas de souci à mon avis. Ouais, j'étais un petit peu choqué d'ailleurs en voyant les vidéos produits des gens en France. Ils parlent plus anglais que moi des fois. Ouais. C'est assez rigolo. Donc, on a ce qu'on appelle un career ladder qui est assez bien défini. Donc, c'est le nombre de niveaux que tu as en product management, que ce soit dans la partie contributeur individuel ou manager. Donc, ça, c'est très bien défini.
On a des rituels qui sont qui sont partagés par tout le monde pour comprendre, par exemple, quels sont les objectifs de la boîte, les objectifs de chacun des départements de la boîte, etc., etc. Mais à part ça, les équipes sont plus ou moins autonomes. Après, il y a des équipes avec des centaines de product managers. Par exemple, Jira Software a beaucoup de gens qui bossent dessus et d'autres qui ont beaucoup moins de personnes. Mon équipe, par exemple, on est maintenant une quarantaine et 3 product managers. Cool, bah justement, ça fait maintenant quelques mois que tu travailles sur un nouveau produit qui s'appelle Jira Product Discovery, qui est actuellement en phase de bêta, donc qui va être complémentaire dans votre gamme des outils qu'on a déjà évoqués jusqu'ici. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus, nous présenter un peu ce nouveau produit en quelques mots? Oui. Alors, ça fait 3 ans à peu près maintenant que je travaille dessus, entre la phase de recherche et l'alpha et puis la bêta. On va bientôt rentrer en general availability. Et en fait, c'est un produit qui vient d'une observation qu'on a faite il y a 3 ans, qui est que les équipes de développement utilisent beaucoup Jira, mais en ce qui concerne discuter et décider des priorités de la roadmap, ça se fait partout sauf Jira. Jira, en fait, est un outil qui est très, très mal adapté pour ce genre de choses. C'est beaucoup trop structuré, beaucoup trop inflexible pour ce genre de travail. Et c'est donc la mission qu'on s'est donnée, c'est de rendre Jira beaucoup plus accessible pour ce genre de discussions-là, pour que les product managers et les personnes avec qui ces product managers bossent, que ce soit l'équipe de développement, les designers, les personnes qui font de la recherche ou leurs stakeholders, que ce soit du côté leadership, que ce soit les personnes dans les équipes de vente ou de support, puissent collaborer finalement pour créer des roadmaps de manière collaborative. Donc, on a commencé il y a 3 ans. Il y a 1 an, on avait une centaine de clients dans l'alpha. Et là, on a plusieurs milliers de clients qui bossent dessus chaque semaine. Comment c'est né du coup ce projet-là? Parce que tu me dis, voilà, on a observé qu'il y avait certaines limitations à Jira. C'est votre plus gros produit aujourd'hui en termes de nombre d'utilisateurs, Jira? Ouais, donc vous avez observé ces limitations et vous vous êtes dit, un peu spontanément vous-même, il faut qu'on apporte des réponses à ces limitations. Est-ce que c'est une demande aussi de vos clients qui vous ont dit on aimerait bien pouvoir aller plus loin ou embarquer d'autres équipes, amener certaines parties de notre workflow de développement de produits qu'on ne peut pas faire dans Jira? Enfin, d'où vient finalement la naissance de ce produit chez vous? Alors, en fait, ça vient de plein d'endroits à la fois et c'est un concours de circonstances en même temps. Donc, Atlassian, c'est une boîte qui, pendant très longtemps, a grossi soit via des outils qui fonctionnaient bien, genre Jira et Confluence, soit par des acquisitions. Mais pendant un certain nombre d'années, il y avait très, très peu d'innovation en interne. On créait finalement peu de produits et de nouvelles valeurs à ce niveau-là en interne. Il y a eu plusieurs itérations à essayer de recréer une version d'un incubateur en interne et d'essayer de bosser sur des nouveaux produits. Moi, j'ai bossé sur 2 ou 3 itérations de ça, où j'ai essayé de pitcher des produits et ça foirait à différents moments. Le dernier, c'était pour un nouveau Jira qui soit plus pour les équipes, pour la partie opérationnelle du développement produit, avec un truc que j'avais pitché qui s'appelait Jira Ops, donc Jira pour la partie opération, qui est presque sorti et finalement pas sorti. Et en fait, ça venait du fait que on n'avait plus tous ces muscles-là en interne pour être capable d'innover et de créer un produit et de se focaliser uniquement sur une centaine d'utilisateurs pour développer de la valeur. On était vraiment une machine qui aidait à faire grossir des produits qui fonctionnaient déjà. Et donc, il y a 3 ans, on bossait sur un incubateur pour être capable de redémarrer finalement cette innovation. Donc ça vient de la direction de l'entreprise qui se dit, bon là, on se repose un peu trop sur nos acquis, il faut qu'on aille retourner chercher des trucs nouveaux et qu'on redevienne une boîte innovante, entre guillemets. C'est comme ça que naît ce projet-là. Alors, ça vient du bas, ça vient du haut, ça vient du milieu, ça vient de tout le monde en même temps, où à un moment, il y a un espèce de moment qui fait que c'est possible. Et je te dis, moi, ça a été 3 itérations avant de pouvoir en arriver à ce programme qui s'appelle Point A. Donc, c'est le point de départ pour les nouveaux produits, où on a finalement créé un framework pour donner aux équipes produits la possibilité de sortir de leur boulot plus opérationnel et de pitcher un produit
et après d'avoir un framework qui permet d'évaluer ces idées pour voir si jusqu'où on va, si on les arrête au tout début, si on leur donne du financement pour quelques mois, est-ce qu'on crée une équipe de dev autour, etc., etc. Donc, c'est un framework qui s'appelle The New Product Framework, qui fait partie d'un truc qui s'appelle Point A. Et c'est mon ex-boss qui gérait finalement ce framework-là. Et l'idée, c'était, voilà, il fallait qu'il y ait quelques produits qui viennent pitcher. Et donc, vu que je peux participer à la création de ce programme-là, je me suis dit, je vais essayer d'en pitcher un. Donc, je suis parti en vacances en interne pour essayer de voir ce qu'on pourrait créer là-dedans. Et là, ça a été très tortueux comme process. Hein. C'était pas évidemment, je me lance et d'un seul coup, on sait ce qui se passe parce que, comme tu disais, on a beaucoup de clients qui nous donnent du feedback. Mais voilà, on a 250 000 clients et des millions d'utilisateurs. L'opportunité pour Atlassian, elle est infinie partout où on regarde. Le problème, c'est de choisir quelles idées vont être capables de marcher et qui ont le plus de potentiel. On passe notre temps à dire non à plein de choses parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et donc, c'était vraiment la difficulté, c'est de trouver quelles idées pour nous vont être les plus prometteuses. Donc, au départ, moi, je suis parti sur une revue de la compétition pour voir voilà, où est-ce qu'on se situe. Essayer de voir le monde un petit peu via les yeux de nos compétiteurs. Ça aide pas mal parfois pour quitter un peu la myopie qu'on a. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le monde, c'est comme ça qu'on essaye d'aider les gens pour après essayer d'arriver à la même réponse, mais du point de vue de nos compétiteurs. Et j'ai commencé à me lancer dans une analyse. Je t'interromps, mais quand tu parles de la compétition, c'est la compétition de quoi? C'est la compétition d'Atlassian? C'est la compétition de Jira? C'est la compétition de Confluence? Comment tu fais une analyse? Parce que vous avez tellement de produits qui couvrent des besoins différents dans les boîtes. Comment tu fais cette analyse, en fait, au départ? Alors, j'aimerais expliquer à quel point c'est organisé, mais en fait, c'est, comme tu dis, on a énormément de domaines. Donc, c'est en gros essayer d'avoir une vision d'ensemble sur voilà, dans quel marché on joue et quels sont les players dans ce marché-là. Et ensuite, de rentrer et d'essayer de découvrir dedans quelles sont les parties qui sont soit des opportunités pour nous, soit des risques qu'on a de se faire, finalement de perdre via des players qui sont beaucoup plus gros que nous. Finalement, j'ai fini par me lancer dans Microsoft. Parce que dans ce que je voyais, Microsoft a une vision qui était beaucoup plus importante que la nôtre sur tout le life cycle du développeur. Évidemment, nous, on ne va pas essayer de tout avoir. On ne se lance pas dans créer un Azure ou un AWS. Il y a des parties là-dedans qui nous sont chères et pour lesquelles on essaye vraiment de créer une bonne expérience pour les développeurs. Et cette partie-là, j'avais un petit peu des sueurs froides quand je regardais Microsoft, que ce soit le rachat de GitHub, le fait d'avoir sponsorisé VS Code, qui est probablement le meilleur IDE qui existe sur le marché encore aujourd'hui. Et donc, pendant 3 semaines, 1 mois, je me suis complètement lancé dans leur monde. Donc, j'avais créé un espèce de, je vais te partager, un espèce de board dans Trello où j'étais, voilà, c'est Microsoft. Et donc, j'ai regardé tout leur keynote. Donc, quand Satya parlait, j'ai acheté un ordinateur Microsoft. J'ai tout bougé, mon équipe, sur SharePoint, sur Microsoft Teams. On ne peut pas dire qu'on a tous adoré l'expérience, mais par contre, ce qui est ressorti de cette analyse, c'est un blog que j'avais publié dans Atlassian, où il y a à peu près 1000 personnes qui avaient contribué dedans, que ce soit via des commentaires ou autres. C'était qu'on était potentiellement en train de courir gentiment en direction d'un tsunami. Et donc ça, c'était un premier truc que j'avais vu. Et ce que j'ai essayé de voir, c'est OK, quand on veut répondre à un risque au niveau concurrentiel qui est aussi fort, il faut qu'on soit capable de défendre certaines parties et en même temps de répondre, et tout en répondant à des besoins utilisateurs, on doit être capable de défendre certaines parties, de créer un mot très connu autour de ça. Et c'est là qu'au fur et à mesure d'identifier tout ça, je me suis aperçu qu'on avait une énorme opportunité qui allait avec ça. C'est que Jira était utilisé par des équipes de dev, mais qu'il y avait une grosse partie des entreprises qui voudraient être capables de bosser avec des devs, mais qui ne savent pas comment.
Et cette partie de l'entreprise, elle est dans allez, Microsoft, Word, Excel et compagnie, ou PowerPoint. Elle n'est pas dans Jira, Ouais. mais ils essayent de se mettre d'accord sur pourquoi on va implémenter tel changement dans le produit, pourquoi c'est important pour tel client, pourquoi, stratégiquement parlant, on va investir sur tel marché et autres, mais finalement, il n'y a aucun endroit et aucun vocabulaire commun entre ces équipes-là et les équipes qui font le développement. Et du coup, ça crée un espèce d'énorme fossé entre le monde de la tech et le monde des gens qui font pas de la tech. Et donc, donc la partie exploration sur les concurrents, ça m'a plus amené finalement à une réflexion sur quel est l'endroit qui est le plus important pour Atlassian et comment, de manière incrémentale, finalement, continuer à créer ce moat autour d'Atlassian pour les trucs qui seront difficiles pour d'autres d'attaquer, mais en même temps sont directement en ligne avec notre mission. Donc, c'est un peu c'est un processus très itératif. Je parle avec beaucoup de gens dans le processus, etc. Mais c'est un peu comme ça qu'on est arrivé sur cette idée produit-là, où finalement, la partie concurrentielle, ça a été une toute petite partie, mais c'est un peu ce qui a été l'étincelle qui a aidé à trouver cette idée-là, quoi. Ok, hyper clair. On voit bien le cheminement par lequel tu es passé. Mais arrivé à ce stade, il y a plein d'opportunités possibles pour résoudre ce problème-là. Tu vois, plein de manières possibles de le résoudre. Ce problème de comment on fait mieux collaborer les équipes plus business, customer success, product, avec les développeurs qui sont le cœur de vos utilisateurs. C'est quoi, du coup, l'étape d'après pour toi? Une fois que tu te dis, ça, c'est certainement le sujet sur lequel il faut qu'on creuse, par quoi tu attaques et les possibilités étant tellement nombreuses, comment tu finis par en laisser de côté et comment tu finis par te concentrer sur ce qui deviendra quelques temps après Jira Product Discovery? On a défini 5 phases dans ce programme pour essayer de répondre à ça, justement. Je te repartage mon écran. Donc, on disait que ce soit une idée produit, que ce soit une fonctionnalité ou que ce soit un produit au complet, on définit en gros 5 phases. La première, c'est on doit arriver à, oui, il y a un gros problème. Atlassian est la bonne entreprise pour répondre à ce problème. Et on a plein de validations que ce problème est un vrai problème omniprésent chez nos clients. Deuxième étape, je dirais pas des phases, parce que c'est pas comme si tout ça c'était de manière super linéaire. D'abord tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'est vraiment plus, il faut qu'on soit capable d'avoir une assez bonne réponse, mais particulièrement sur les problèmes ici, particulièrement sur les solutions ici. Donc Explore, c'est plus, OK, maintenant qu'on a ces problèmes, est-ce qu'on a une réponse à ces problèmes-là? Est-ce qu'on est capable de créer une solution qui pourra y répondre? Et ça, on ne le sait pas trop au départ, mais on doit être capable d'être assez sûr que les problèmes sont forts et sont partout pour justifier d'avoir une équipe de 3, 4, 5 qui puisse avoir un certain moment, par exemple 3 mois, pour explorer des solutions potentielles et de les tester. Après, il y a quand on a problèmes qui sont validés ici, revalidés là, et une solution qui a l'air pas mal, qui a été testée, qui a été validée avec un certain nombre de clients, et on va plus là se dire, voilà, on sait que c'est faisable, on sait que c'est quelque chose qui répond aux problèmes, on a un assez bon niveau de validation là-dessus. On veut une équipe un peu plus importante pour se dire maintenant, on va essayer de lancer un produit en alpha. Donc ça, c'est la partie make. Ensuite, si jamais on arrive à passer ça, donc 90% de nos produits qui sont rentrés dans le programme, elles sortent avant là. Il y a, je crois, 5 produits sur les 100 et quelques qui ont pitché qui sont arrivés à la phase d'après, qui est Impact, qui est, voilà, maintenant, c'est un produit qui a montré de la valeur avec un certain nombre de clients. On veut le lancer de manière publique en bêta et s'assurer que, en fait, c'est capable de marcher, mais maintenant avec un nombre de clients suffisant. Parce qu'on est Atlassian, si c'est uniquement valable pour 100 clients, ça va pas suffire pour nous. Il faut qu'on soit capable de le vendre à des centaines de milliers de clients. Donc, c'est cette phase-là où, dans une bêta, en fait, on continue à itérer sur le produit et à se focaliser plus sur des problématiques après d'onboarding, de réduction de churn et autres, pour s'assurer qu'en effet, c'est quelque chose qui puisse fonctionner pour une large partie de nos clients,
pour ensuite arriver dans la dernière étape. Donc, je crois qu'on est 2 produits maintenant à être dans sa dernière étape, qui est de créer un business à partir de ce produit. Et donc, c'est la partie où on passe de bêta à general availability et qu'on est en train de préparer en ce moment. Là, ça va arriver dans quelques semaines. Donc, ça, c'est les étapes clés. Les questions principales ici, c'est est-ce qu'on a un bon problème? Est-ce qu'on a la bonne boîte pour aller après ces problèmes-là? Est-ce qu'on a des idées de solutions qu'on peut explorer? Cette partie-là, c'est les solutions. Là, c'est vraiment quand on va à fond sur la construction parce qu'on les a testées. Et après, c'est des choses qui sont peut-être plus communs dans les équipes produits que j'ai trouvées. Continuer à itérer sur le produit pour qu'il soit valable sur de plus en plus de personnes. Ok, hyper clair. Justement, tu nous as peu présenté finalement ce à quoi vous êtes arrivé, parce que tu vois, tu as pas mal parlé du problème en disant que finalement, ce que vous cherchez à résoudre, c'est comment est-ce que les équipes techniques collaborent mieux avec des équipes produits, collaborent mieux avec des équipes business. Ça ressemble à quoi concrètement finalement le produit qui est sorti de ces 5 étapes que tu viens de nous présenter aujourd'hui? Qu'est-ce qui permet de faire à vos clients? Ce qu'on a voulu créer, c'est un hybride entre Jira et Trello. Okay. Et d'où ça vient? Ça vient de ça. Ça, c'était donc, on a l'équipe Research d'Atlassian qui avait parlé à pas mal de boîtes sur work before it becomes work. Donc, comment les gens discutent des choses sur lesquelles ils vont travailler, mais quand ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire encore. Et ils ont sorti ce diagramme-là que j'ai trouvé, qui m'a complètement convaincu de pitcher l'idée de Jira Product Discovery. Donc, qu'est-ce qu'ils définissent là? Ils définissent que quand on sait ce qu'on doit faire, donc comment tu dis certainty? La certitude. La certitude. J'en fous Jean-Claude Van Damme. Quand la certitude augmente avec le temps, le besoin de flexibilité dans les outils de collaboration diminue. Et au contraire, c'est mieux si c'est un peu plus strict. Jira, ça arrive à peu près là. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire et on veut commencer à être capable de créer des workflows pour pour planifier et traquer ce qu'on veut faire. Donc, Jira, ça arrive là. Et moi, mon questionnement, c'était comment est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qui se passe ici? Et donc là, j'ai commencé un peu à mapper quels sont les outils qu'on utilise sur cet axe-là. Il va y avoir le plus ici, ça va être un whiteboard avec juste des dessins dessus. L'étape d'après, ça va peut-être être des post-it. Ça va être un truc du type Miro. Après ça, tu as peut-être une spreadsheet où tu vas commencer à catégoriser des trucs, à avoir des champs un peu pour les définir. C'est déjà un peu plus structuré, mais c'est super flexible sur comment tu peux représenter les choses, des pivots et autres. Après, tu as un truc genre Trello qui te permet d'avoir maintenant, c'est un système de cards, tu as différentes colonnes, c'est déjà beaucoup plus structuré, mais ça reste assez flexible pour être capable de collaborer dessus, des personnes qui sont du business, qui vont être capables de bosser avec des gens techniques pour discuter de ça. Et à un moment donné, tu vas arriver dans Jira. Et moi, le questionnement, c'est finalement, est-ce qu'on ne peut pas amener Jira un peu plus sur la gauche? Et sur la gauche, jusqu'où? Pour le moment, on essaye d'aller jusqu'à avant Miro. Enfin, après Miro, en gros. Voilà. Donc, on va avoir Miro, un whiteboard ici, un Miro là. Et après, il va y avoir toute cette partie-là qui sont faites dans les spreadsheets, qui sont faites dans Trello ou dans des custom boards Jira ou autres, qui arrivent maintenant dans Jira. Et qu'est-ce qu'il faut pour être capable de faire ça? Il faut un outil qui soit très flexible, qui permette aux équipes produits de définir qu'est-ce qui est important pour elles. Et on est arrivé sur un produit qui essaye de bien représenter ça. Donc ça, c'est notre propre utilisation du produit, où on a décidé que ce qui est important pour nous, c'est d'organiser notre roadmap Now, Next, Someday. Donc ça, c'est des trucs qu'on se commit à faire parce qu'on les a validés. Donc c'est ce qui est dans Make, en gros, dans ce que je définissais avant. Next, ça va être les problématiques où on a identifié les problèmes, on a validé les problèmes, on a des idées de solutions, mais il faut encore qu'on itère là-dessus. Someday, c'est soit on a des solutions, mais on ne sait pas encore pour quand, soit on est encore en train d'essayer de valider le problème. Et après, on définit ça sur… on a une espèce de pyramide, on dit, voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'abord resilience, donc le système, il doit bien marcher. Ensuite, on continue à
à améliorer les features qui sont là en ce moment. C'est la deuxième partie de la pyramide. Et le top de la pyramide, ça va être les nouvelles features. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ça, c'est ce qu'on appelle boulders. Mais on a toujours 30% de l'équipe qui bosse sur chacun de ces 3 niveaux de la pyramide. Donc ça, c'est pour nous. Et ça, c'est pas pour toutes les équipes produits. Donc, on a essayé de créer un outil qui permet de faire ça, que ce soit avec, je sais pas, des listes, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Des matrices pour discuter des priorités en fonction de telle ou telle dimension, des boards qui peuvent être faits comme ça ou finalement n'importe quelle autre dimension qui sont définies dans l'outil par l'utilisateur directement. Donc, par exemple, là, c'est comme ça que nous, on a défini ça, mais c'est complètement customisable partout. Okay. Donc, voilà, c'est un peu l'idée du produit avec, comme tu disais, cette idée qu'on a des insights. Donc là, par exemple, on a beaucoup de sources de feedback qu'on a via des channels, par exemple des gens qui nous donnent du feedback comme ça, ou via une communauté ou autre. Et donc, nous, on essaie de collecter tout ça dans l'outil pour savoir pourquoi on devrait prioriser tel truc par rapport à tel autre truc. Donc ça fait partie aussi du produit. Ok, top, hyper clair. On comprend bien finalement le déroulé, encore une fois, hein, de l'identification du besoin via l'analyse de la concurrence, via aussi l'analyse de où se situent vos propres produits aujourd'hui dans le process de vos clients. Voilà la solution sur laquelle vous arrivez. Mais quand vous arrivez avec une solution comme ça sur le marché, vous n'êtes pas les seuls quand même à vous positionner dans cet environnement-là. Et pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il y a énormément de gens product qui sont dans des environnements concurrentiels et qui ne sont pas les seuls à travailler sur leur sujet. Toi, quand tu sors cette alpha ou cette bêta, tu arrives en face d'outils comme Product Board, comme AHA, comme Harvester. On voit des players qui arrivent dans ce secteur de je centralise les insights, je permets de travailler dessus, de collaborer, de revenir peut-être après vers mes clients qui m'ont fait ces feedbacks. Tu vois, je pense à Cycle, par exemple, aussi, qui se positionne là-dessus. Comment est-ce que tu perçois ça, toi, du coup, le fait de vous dire on a identifié une opportunité qui nous permet de nous différencier de certains concurrents type Microsoft, mais il y a déjà du monde sur cette opportunité, peut-être pas positionnés exactement de la même manière, mais en tout cas qui sont là, quoi. Comment tu perçois ça? Comment tu réagis à ça? Est-ce que ça influence très tôt aussi votre manière de construire votre produit? Est-ce que tu te dis non, c'est pas forcément les mêmes cibles? Enfin, comment tu réagis par rapport à cette nouvelle concurrence qui n'était pas forcément vos concurrents avant par rapport aux produits que vous aviez, mais qui le deviennent aujourd'hui? Alors, il y a la partie concurrentielle ou plus généralement avoir une vue sur l'ensemble du marché. C'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente. Hein. Ça se fait à peu près tout le temps à différents niveaux. Ça a commencé avec, voilà, on a une idée, c'est d'aider les équipes non techniques à bosser avec les équipes techniques. Qu'est-ce qui existe? Et donc, ça a été une première analyse au moment où on a pitché le problème en disant, ben voilà, il y a déjà des boîtes qui sont là. On ne sait pas encore si on devrait leur parler pour une acquisition potentielle, juste avoir des partenariats avec ces boîtes-là ou construire notre propre outil. Alors après, mon pitch de départ, quand on est arrivé sur la solution, c'était, voilà, on a vraiment 2 options. Une option, c'est de rentrer en discussion avec Product Board pour une acquisition et intégrer dans Atlassian, si le Product Board est intéressé, évidemment. Ça, on a ces discussions-là à peu près tout le temps, de parler de boîtes qu'on veut acheter, on n'en aura jamais parlé, mais on a une équipe complète qui ne fait que ça, regarder les acquisitions. Ou est-ce qu'on construit sur Jira? Et donc, on est déjà arrivé à une réponse à ce moment-là qui était, en fait, il y a une option qui va coûter très cher, avec un gros risque que ça plante. Et il y a une option qui est potentiellement plus safe, qui va juste prendre plus de temps, c'est de construire nous-mêmes. Et plus on parlait avec des équipes, et plus on se rendait compte que, en fait, il y avait un gros besoin d'être capable d'avoir ces discussions-là qui soient proches d'où les ingénieurs travaillent. Et tous les outils qu'on avait identifiés dans ce domaine-là, ils partaient tous du même principe. Jira, c'est de la merde. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un truc qui vous permet de bosser complètement en dehors de Jira
Et on va juste, de temps en temps, prendre un status qui arrive de Jira là-dedans pour vous montrer comment ça marche. Et le problème, c'est que ça renforce finalement ce syndrome de, allez, il y a un mur, hop, là, j'envoie ça par-dessus le mur aux ingénieurs, et après, on va attendre, mais de toute façon, ces ingénieurs, ils sont nuls, ils ne savent pas quoi faire. Et nous, on ne voulait pas de ça. On voulait un endroit où on puisse être capable d'avoir ces discussions en prenant en considération les réalités du développement produit. Donc, il y a eu cette phase initiale où voilà, on avait 2 options de départ. Et après, il y avait la phase où on est en train d'explorer les problèmes auxquels on veut répondre et on veut explorer des idées produits. Et là, moi, avant, j'ai bossé sur un produit qui s'appelait HipChat. Et HipChat, c'était le premier produit à avoir du succès à grande échelle en outil de chat. Maintenant, plus personne ne va le connaître, mais c'était le précurseur de Slack. Et il y a un moment où notre analyse concurrentielle est devenue complètement, on a mis des œillères, on obsédait complètement sur Slack. Pourquoi? On avait acheté cette boîte, HipChat, c'était rentré dans Atlassian, c'était resté une petite boîte, et on a mis du temps avant vraiment d'investir beaucoup plus là-dedans. Slack est arrivé sur le marché. Slack avait une approche qui était complètement différente de la nôtre. Ils avaient une compréhension de comment aborder un outil qui est type consumer, mais en même temps une entreprise qui était complètement différente de la nôtre et beaucoup plus adaptée avec leur onboarding et autres. Mais en gros, ils ont commencé à grossir comme ça. Et nous, on grossissait comme ça. Et il y a un moment, quand tu grossis comme ça, qu'il y en a un autre qui grossit comme ça, eh ben, t'es dépassé. Et ce qui s'est passé, c'est un peu une réaction qui était trop forte, où d'un seul coup, l'équipe HipChat allait passer de, je crois, 25 personnes à 125 personnes en l'espace de 2 mois. Ok. Et l'outil, voilà, on avait en plus une approche concurrentielle qui était pour moi malsaine. On regardait beaucoup trop ce qui se passait là et on réagissait finalement beaucoup par rapport à ce que Slack faisait, en ayant complètement perdu de vue le fait qu'on crée des outils pour nos utilisateurs qui n'étaient peut-être pas les mêmes, peut-être pas les mêmes problèmes, peut-être pas les mêmes enjeux. C'est peut-être pas les mêmes boîtes non plus. C'est pas le fait qu'une boîte ait beaucoup de presse qui va nous aider. Ou ne pas nous aider. D'ailleurs, il y a plein d'outils qui marchent très bien, mais qui n'ont pas beaucoup de presse. Mais voilà, on a un petit peu trop indexé sur ce côté-là, et c'était pas bon. Donc du coup, quand on s'est lancé sur ce projet-là, voilà, on a beaucoup regardé de la compétition au début, et après beaucoup moins, parce que l'idée c'était, on reprend à zéro, on parle à nos utilisateurs, ceux qui utilisent Jira, ceux qui n'utilisent pas Jira. On essaie de comprendre ce qui ne marche pas en ce moment dans le monde du produit, et on essaie de voir comment on y apporte une solution qui est unique et qui est en accord avec comment notre écosystème de produits fonctionne. Donc ce lien avec Jira, c'est finalement ça qui fait le gros point de différenciation et qui te fait dire on a une opportunité sur ce marché malgré la concurrence existante, parce que là on a parlé d'outils très dédiés à ça, tu vois, c'était Product Board par exemple, mais en fait on pourrait imaginer aussi qu'il y a des choses qui se passent dans Notion, des choses qui se passent peut-être dans Airtable, tu vois, avec cette notion de j'ai un document, je peux y attribuer des attributs, des fields, etc. C'est des choses, des notions qu'on retrouve dans de plus en plus d'outils aujourd'hui. Et en fait, tu te dis, enfin toi et ton équipe, j'imagine que tu n'es pas le dernier, le seul à faire le cut, quoi, mais en tout cas, vous vous dites, ça vaut le coup d'y aller parce qu'on va avoir cet élément très différent et utile à notre cible, qui est cette connexion forte avec Jira, quoi. Alors ça reste, donc il y a vraiment 2 questions qui comptent quand on essaie de pitcher un truc comme ça, c'est où est-ce qu'on joue et comment on gagne. Et où est-ce qu'on joue, c'est finalement aider de créer un pont entre les équipes métiers et les équipes produits et les équipes de tech. Comment on gagne? Pour le moment, notre meilleure réponse, c'est parce que Jira. Parce que Jira est vraiment partout. Et parce qu'il n'y a rien de fondamentalement cassé dans Jira qui fait qu'on ne peut pas répondre à ça. Ce qui ne marche pas dans Jira, c'est l'interface. Et l'interface, vraiment, elle n'est pas bonne dans Jira Software pour être capable de faire ça. Donc, on s'est dit, on va commencer là-dessus et progressivement, on va aller plus vers la gauche, vers des problématiques de gestion des problèmes utilisateurs et autres. Mais on va commencer en centrant les discussions sur la roadmap, les idées, les initiatives et autres. Et ton analyse de la concurrence est vraie pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on a fait cette analyse concurrentielle, quand on s'est vraiment lancé dans ce domaine-là, on a vu en fait un marché qui est assez varié. Donc, il y a en effet des produits qui font vraiment ce que j'appelle un pure play product management tool. Donc, tu as Product Board, tu as ProdPath, tu as AHA, tu as Craft,
tu as Product Plan, tu as RoadMonk, tu avais RoadMonk, tu en as intégralité. Il y en a plein d'autres. Après, il y en a qui sont spécialisés sur une tranche. Par exemple, tu as Dovetail qui te permet d'enregistrer des conversations utilisateurs, de les taguer et autres. Tu vas avoir Pendo qui est plus sur la partie analytics et feedback client. Tu avais à l'époque User Voice dont on entendait pas mal parler et je crois que Microsoft utilise encore ça avec Microsoft Teams. Et donc, il y a tous ces players-là. Donc, c'est soit PM Tool pour, en gros, plateforme de product management ou spécialisé dans un truc spécifique dedans ou outils de collaboration générique. J'ai parlé avec plein d'équipes qui utilisaient Excel, Google Sheets, Monday, Airtable, Smartsheets, Asana, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, mais c'était beaucoup plus tard, maintenant, dans l'outil, on a plus de 60% des utilisateurs qui n'avaient jamais même regardé un autre outil avant. Ils bossaient dans les spreadsheets ou ils bossaient dans Jira et ils sont passés là-dessus. Donc, c'est là qu'on se dit que oui, en effet, il y a de la concurrence, mais c'est pas Slack, dans le sens où nous, quand on avait commencé, je crois que Product Board et AHA avaient entre 5 et 10 000 clients. Jira a 250 000 clients. Donc soit soit leur taux de croissance est vraiment exceptionnel et voilà, on ne peut pas se battre, soit, en fait, c'est plus que je ne suis même pas sûr qu'on soit en compétition directe. On est vraiment en compétition directe avec Excel et Google Sheets là-dessus. En fait. Le taux d'équipement des outils très, très métiers, très spécifiques étant encore faible, du coup, en fait, vous avez de la place pour équiper les gens qui utilisent Jira et qui, eux, sont beaucoup plus nombreux. C'est ça l'analyse que vous avez faite. C'est ça. Et en plus, les problématiques sont des problématiques qui ne sont pas nécessairement que product management pur. C'est quoi le product management? C'est un jeu de négociation permanent. Et pour ça, on doit être capable d'avoir des discussions sur un framework qui est adapté et spécifique à l'environnement et aux questions auxquelles on essaie de répondre. C'est pas comme si quelqu'un peut dire, on adopte le Marty Kagan Way of Doing Product Management, on adopte le Terry Satores Opportunity Solution Tree, et ça y est, tout marche. Non, ça ne marche jamais comme ça. C'est beaucoup plus contextuel. Donc finalement, les outils de collaboration plus génériques, souvent, ont plus de chances de réussir dans des environnements comme ça, en fait. Ok. À plusieurs reprises, tu m'as dit que ces apprentissages là que tu as faits, ils sont notamment venus d'échanges que tu as eus avec à la fois vos utilisateurs de Jira, mais aussi des gens qui pouvaient utiliser d'autres solutions plus ou moins complémentaires et plus ou moins alignées avec la direction que vous vouliez aller. Comment est-ce que tu fais pour aller recruter les bonnes personnes avec qui parler aux bonnes étapes aussi, dans ces 5 étapes que tu me montrais tout à l'heure, parce que j'imagine que quand tu es tout au début, tu ne parles pas avec la même personne qu'avec celle avec qui tu parles maintenant, où tu es plus dans une phase de passage à l'échelle finalement de votre produit. Tu me dis que ça va bientôt devenir disponible pour tout le monde. Donc, comment ça se passe cette partie-là? À quel moment tu ressens le besoin de parler aux gens et pas juste être dans de l'analyse, tu vois, Product Analytics, et comment tu sélectionnes les gens à qui parler en fonction de ton besoin sur ces différentes étapes? Oui, alors ça, c'est une très bonne question et on s'est bien galéré là-dessus. Au tout début, on a 0 utilisateur et on est en recherche de problèmes ou d'opportunités. Et donc là-dessus, je ne peux pas dire que j'ai la recette magique de recrutement. Le fait qu'on soit Atlassian, ça nous a beaucoup aidé. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de petit 1, voir qui sont nos clients les plus successful dans Jira et rentrer en contact et leur parler. Petit 2, naviguer notre network sur LinkedIn, par exemple, pour essayer de recruter des product managers. Voilà, on est de l'équipe Atlassian, on voudrait aider les product managers, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le boulot de product manager étant très mal défini et très mal compris, vraiment, quand on parle de product management, on a tout et n'importe quoi en termes de… C'est pas vraiment un rôle qui est très défini comme, je sais pas, ingénieur. Ingénieur, on comprend à peu près comment ça marche. Il y a des méthodes, il y a Agile, il y a Scrum, il y a ci, il y a ça. Là, en termes de product management, en gros, c'est un rôle hybride. Je suis même pas sûr que le rôle va rester sur le long terme, tellement ça englobe tellement de trucs qui sont complètement irréalistes. Mais entre ce qui était avant un business analyst, un project manager et autres. Bref, quand on est parti sur LinkedIn, je me suis aperçu que moi, mon réseau n'était pas top à ce niveau-là et que le réseau d'une
la product manager qui bossait avec moi, qui était de San Francisco, avait beaucoup plus de vrais product managers en sens, comme on le définit aujourd'hui, 3 ans plus tard. Mais là-dessus, on avait, allez, en l'espace de tous les jours, on avait 3-4 discussions clients ou product manager. Et on a fait ça pendant, allez, 1 mois en parlant avec le plus de monde possible. Et l'idée, c'était vraiment de se donner une idée sur qu'est-ce que c'est que le product management, qu'est-ce que font ces gens et quelles sont les parties dedans qui les frustrent le plus. Et à cette époque-là, on avait encore un biais qui était assez fort sur ce qu'on avait vu sur la concurrence. Donc, quand on a abordé le truc, on était parti vraiment avec cette idée que voilà, le feedback, c'était un gros problème, par exemple. Gérer le feedback. Et on s'est aperçu de ça parce que, on avait eu entre 50 et 100 conversations quand un researcher est venu nous voir voir quelques interviews. Il nous a expliqué, en fait, vous menez pas les conversations comme il faut, vous n'allez rien apprendre comme ça. Ça ne fait que confirmer les biais que vous avez quand vous rentrez dans cette discussion. Ouais. Okay. Il nous a coachés pour avoir des discussions de manière très différente, qui était vraiment d'avoir des phrases d'ouverture, des questions d'ouverture, et après de laisser parler et d'attendre que les personnes arrêtent de parler et de poser des questions qui rebondissaient mais qui étaient très ouvertes avec ce concept de « allez, on s'assoit sur nos mains ». Une expression en anglais « sit on your hands ». Par exemple, quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles? Est-ce que tu bois un café? Est-ce que tu prends une douche? Ça, c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie et c'est pour aider la personne et on a de l'empathie et tout ça. Et quand on veut apprendre des choses de personnes, quand on leur parle, on ne fait pas ça. Quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles? Et là, on s'arrête et on laisse le silence s'installer. On s'assoit sur nos mains et c'est très inconfortable. Mais voilà, c'est des techniques comme ça qui font que les discussions peuvent être beaucoup plus productives. Et à partir de là, elle nous a aidé à créer un screener. Donc, quelles sont les questions qu'on veut poser aux gens avant même de commencer à leur parler? Parce que je te disais, moi, avec mon réseau, finalement, je n'étais pas tombé sur des discussions qui étaient produits. On était parti sur plein d'autres choses. Ce n'était pas du produit, c'était du project management. Et donc, on a créé un screener. Et là, on a commencé à changer et à recruter via un outil qui s'appelle User Interviews. Userinterviews.com. Okay. On a un screener. C'est rémunéré. Donc, c'est, je crois, entre 100 et 150 $ la séance. Et l'idée du screener, c'est d'essayer de ne pas tomber sur les personnes qui font ça un peu comme un boulot, qui font des user interviews tous les jours sur tout et n'importe quoi. Donc, on avait un screener et ce screener était en fonction des attributs que nous, on a discuté comme étant importants au début. Mais on n'était pas trop sûr au début exactement de ce qu'il nous fallait non plus. Donc, c'était vraiment très itératif. On faisait un screener, on avait des réponses, on parlait à ces gens-là, on regardait la qualité des conversations et on discutait, est-ce que c'était le bon screener? Là, on avait, c'est la version 6, je crois, du screener, qui était sur, voilà, combien de temps ça fait que vous êtes dans le product management, qu'est-ce que vous faites le plus en termes de boulot? Est-ce que c'est plutôt la partie stratégique, delivery ou autre? Est-ce qu'il y a une product management team? Est-ce qu'il y a une product management process dans leur... Ça, ils recevaient toutes ces questions avant de vous parler. C'était pour être sûr que vous alliez parler aux bonnes personnes après, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour éviter les dizaines de discussions qui ne servent à rien si elles ne sont pas qualifiées. Mais comment qualifier les conversations sans parler uniquement à l'idée qu'on se fait du client dès le départ, parce qu'on ne sait pas quel est le client dès le départ. Donc, on a eu plusieurs scanners. Finalement, on est tombé sur un qui était relativement simple, qui nous a permis, à partir de là, de créer un archétype de comment on voit qui on veut aider. Donc, on est tombé sur on a créé ce diagramme-là, qui était en gros, il y a comment les gens priorisent et il y a combien de personnes il y a dans l'équipe. Et on a vu, voilà, nous, là où on pense qu'on a un sweet spot, c'est dans ce milieu-là. C'est-à-dire que si l'équipe product est complètement réactive, elle répond juste, voilà, il y a une feedback client, boum, on l'implémente tout de suite. Potentiellement, il n'y a pas énormément de besoin de collaboration là. Si l'équipe est tellement autonome qu'il n'y a aucune justification à donner à personne, si ça peut se tenir dans la tête d'une personne, on ne va peut-être pas pouvoir aider là-dessus. Par contre, là où c'est intéressant, là, on a vu plein de problèmes qui étaient expliqués par les gens, c'est on a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans et il faut qu'on
faut qu'on arrive à créer une vue qui est assez balancée entre la partie support, la partie sales, la partie leadership, les goals et tout ça. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on aide là-dessus. Et il y a les équipes où il y a des centaines de product managers qui doivent collaborer ensemble. On n'allait pas se lancer là-dedans dès le début. Ou juste un, on ne va pas se lancer là-dedans non plus. Franchement, quand on est tout seul, on peut tout faire dans sa tête. Et donc, on s'est aperçu que notre sweet spot, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes et pas mal d'inputs quand même à considérer dans la roadmap. Donc, on s'est lancé là-dessus, où ensuite, quand on recrutait des gens, on allait de plus en plus spécifiquement essayer de poser des questions là-dessus, de recruter les gens par rapport à ces aspects-là. Ok. Alors, on a eu un screener qui se basait sur cet aspect-là. Ça, c'est au tout début, finalement. Du coup, vous avez commencé à regarder parmi vos users, parmi votre réseau, plus ou moins direct. Ça a montré un peu des limites. Donc, vous avez cherché à complètement ouvrir ce recrutement. Et donc, c'est comme ça que cette méthode un peu de screening est née. Ça vous a permis de parler à plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, ce que tu disais. Sur les autres étapes, après du projet, parce que régulièrement, tu disais que vous avez été amené à rééchanger avec eux. Est-ce que tu reparlais à tout le monde au fur et à mesure que tu les onboardais dans la plateforme ou que ça commençait à se dessiner? Ou est-ce qu'après, tu t'affinais, tu allais chercher encore d'autres personnes avec des profils différents? Sur les autres étapes du projet, comment ça s'est passé? Alors, donc là, c'était la partie initiale, évidemment, identification de problèmes. Et après, là, on a identifié des personnes qu'on voulait aider dans des contextes dans lesquels on pensait qu'on pouvait aider. Et donc, il y a beaucoup des utilisateurs pour lesquels on a construit le produit qui sont des personnes qu'on avait identifiées dans la phase initiale. Donc, il y a un moment donné où il faut ouvrir et après, il faut refermer. Donc, on a fait une analyse et on s'est rendu compte, il y a un certain nombre de problèmes. On veut aller après ces problèmes-là. Ils sont omniprésents, donc on veut vraiment aider là-dessus. Quand on est rentré dans Explore, on a cherché à pitcher des solutions. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les gens qui avaient une manifestation la plus forte du problème, avec qui on voudrait bosser pour les aider à résoudre ce problème, avec l'idée que ce serait nos lighthouse. Lighthouse, c'est le phare. Et en fait, on avait défini ça comme ça, la partie lighthouse. Donc là, c'était vraiment pour être très intentionnel on va uniquement bosser avec un certain nombre de personnes. Initialement, c'était 10 clients maximum pour créer une solution. Et en fait, c'était donc déjà dans notre segment, donc on a des scale-up ou certaines équipes dans des équipes plus larges, mais uniquement une équipe individuelle là-dedans, des personnes qui soient capables d'influencer le changement dans leur boîte, c'est-à-dire des personnes où on ne leur donne pas qui soient capables finalement de changer les process, qui ont ces problèmes-là de manière tellement forte qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de trouver des solutions, qui n'arrêtent pas de tester des trucs, même s'ils sont abracadabrants pour essayer de les résoudre, qui veulent adopter ça, parce qu'on s'est rendu compte que là où ça marchait mieux, c'est s'ils veulent adopter un outil dans une optique d'adopter une façon complètement différente de travailler, qui n'utilisait pas un compétiteur, parce qu'on ne voulait absolument pas se retrouver à devoir créer des feature pour feature, ce que faisait un compétiteur. Je vais essayer un tel outil, je ne peux pas utiliser votre produit parce que vous ne l'avez pas. Ça, effectivement, ça peut biaiser ta propre roadmap, quoi. Complètement. Ça, c'est le truc le pire qu'il peut y avoir à ce moment-là. On n'est pas là pour essayer de remplacer un outil, on est là pour essayer de résoudre un problème. Donc après, il est arrivé un moment plus tard, on a commencé à regarder finalement les gens qui venaient d'outils compétiteurs pour voir comment est-ce qu'on pouvait les aider sur notre produit, mais ça arrivait bien, bien plus tard. Et surtout des gens qui étaient très bons à communiquer et qui étaient contents de bosser avec nous sur un outil qui est à moitié fait, parce que ce sera ça pendant un très long moment, jusqu'à ce qu'on arrive sur un bon outil. Et finalement, on a identifié de bêta-testeur, quoi. C'est ça, c'est même avant le bêta-testeur, c'est l'alpha, c'est le pionnier dans la boîte pour essayer de résoudre ces problèmes-là, quelqu'un qui a implémenté 15 outils avant pour y arriver et qui n'est pas arrivé. Donc, on est tombé sur ces gens-là via ces dizaines de conversations, ou je ne sais plus combien, j'ai dû parler à 200-300 PM en tout jusqu'ici. Et c'est avec eux qu'on a décidé de bosser. Et là, d'un seul coup, tout devient beaucoup plus focalisé. Donc, on n'est pas en permanence à essayer de discuter avec tout le monde. Là, on ne parle plus qu'à eux. Okay. Et comment on fait ça? On fait ça dans Slack, on fait ça dans Zoom, on fait ça, on est en train de bosser comme si on bossait dans la même boîte, finalement. Et on voulait vraiment les embarquer avec nous là-dedans
pour qu'ils soient, pour arriver à résoudre le problème pour ces équipes-là. Et donc ça nous a beaucoup aidé. Il y a un moment donné où on est arrivé sur une solution à ces problèmes pour ces personnes-là. Et voilà, là on est bon pour la partie Explore. Maintenant, par contre, quand on rentre dans la partie Make, c'est la partie où on essaye d'aller à plus en plus d'utilisateurs. Donc, nous, nos étapes, c'était 10, 100, 1000, 10 000. À chaque fois, on multiplie par 10. Où là, on a recommencé à avoir des discussions avec plein de personnes. Donc, pour passer de 10 à 100, on a recommencé à parler à plein d'utilisateurs Jira. Ce coup-ci, par contre, c'est vraiment des utilisateurs Jira. Parce qu'on s'est dit, on a un moyen de vendre, mais c'est uniquement en utilisant nos méthodes de distribution interne, présenter cet outil à des gens qui utilisent Jira. Donc là, on a parlé, mais là, c'était beaucoup plus simple parce qu'on pouvait recruter directement depuis le produit. Donc, on avait voilà, vous êtes un product manager dans Jira, cliquez ici pour savoir ce qu'on est en train de voir. Donc là, ça a été des discussions qui étaient de plus en plus, c'est de plus en plus spécialisé. Et c'est un petit regret que j'ai encore aujourd'hui, hein, c'est qu'on ne fait pas assez de discussions avec des non-clients. D'accord. Donc, on parle avec des gens qui utilisent Jira et qu'on veut convertir plus ou moins à Jira Product Discovery, mais on ne parle pas assez à des gens qui sont dans GitHub, dans 100% Asana, qui n'utilisent pas du tout d'outils Atlassian, pour voir si ce ne serait pas une opportunité, non pas uniquement de faire du expansion depuis notre base d'utilisateurs, mais aussi de gagner de nouvelles entreprises, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de boîtes, finalement, qui bougeaient d'un Asana, d'un Monday, de Spreadsheet ou autre, vers Jira Product Discovery pour la partie produit. Donc ça, c'est encore un truc qu'il faut qu'on fasse plus, mais parler à des non-clients, je me souviens de ça dans la première partie de la recherche, c'est quand même super, ça apprend beaucoup de choses. Peut-être pour conclure, et vraiment en quelques minutes, c'est quoi les 3 key learnings qu'on pourrait retenir de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, vraiment à la fois tu nous as parlé de comment est-ce que vous avez mis en place un peu des programmes pour retrouver de l'innovation dans une boîte, comment le fait quand même très au début du parcours, le fait de regarder un gros concurrent qui n'est pas forcément positionné exactement comme vous, mais ça vous a aidé aussi à identifier des trous dans la raquette. Puis après, sur la manière concrète où vous avez travaillé sur ce projet, c'est quoi les 3 key learnings qu'on pourrait retenir de tout ce que tu m'as partagé aujourd'hui? Pour moi, alors si vous êtes un product manager dans une grosse boîte, Atlassian, c'est une grosse boîte, je suis un product manager là-dedans. Le key learning, c'est il faut arrêter les discussions en interne. Il y a un moment donné où l'analyse concurrentielle, c'est bien, les discussions en interne, c'est bien, mais il n'y a rien qui vaut avoir 5 discussions par semaine avec des utilisateurs ou avec des non-utilisateurs pour être capable tout le temps de voir le monde via les yeux de ces utilisateurs et non pas via le biais ou les œillères qu'a la boîte. Et à partir de ça, il est très important tout le temps, en tant que product manager, de penser non pas sa mission en termes de « c'est mon domaine en ce moment », mais quel peut être mon impact sur la boîte. Donc, c'est très important tout le temps de se dire eh là, mon équipe elle bosse là-dessus en ce moment, est-ce que c'est notre meilleure façon pour la boîte de réussir ou est-ce qu'il y a quelque chose de potentiellement beaucoup plus avec un meilleur potentiel sur lequel on pourrait aller? Et c'est très important en tant que product manager de tout le temps se poser cette question-là, de tout le temps garder dans sa tête, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est super, on continue et on continue à itérer. Et deuxièmement, non, c'est nul. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont bien meilleures. Il faut être en permanence en train de les regarder. Et troisièmement, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais la partie exécution, c'est la plus importante. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu personne ne veut parler d'exécution parce que exécution, c'est trop dans les détails, tout ça. Mais justement, les product managers ont besoin de faire plus de discovery. Oui, mais la recette de discovery qui marche bien, c'est quand on est capable de réfléchir à 5 ans, mais de savoir quoi faire demain, après-demain, le surlendemain, pour être capable d'aller dans cette direction-là, de tester, de valider tout. Ça a besoin d'une exécution qui soit extrêmement rapide, extrêmement tactique, avec toujours une vision long terme. Mais c'est très important de continuer à bosser là-dessus. Il ne faut pas s'arrêter parce que tout le monde parle de discovery en ce moment. Et pas passer des mois et des mois à faire de la discovery. Parfois, il faut aussi se lancer, tester, itérer, et c'est comme ça qu'on va continuer à beaucoup apprendre. Voilà, il n'y a rien qui donne autant de réponses que de demander à un client d'expliquer un screenshot, comme je te fais faire tout à l'heure. Par exemple, c'est le genre de truc.
Alors, on peut en discuter en interne pendant très longtemps. La validation, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de… Quand je parle d'exécution, ce n'est pas forcément codé ou quoi. Hein, c'est vraiment être dans la partie où on valide en permanence tout de manière la plus simple possible. Donc, voilà, tu as regardé j'aimerais avoir le recording plus tard de ce que tu as regardé pour qu'on replay ça, qu'on regarde ça avec l'équipe et qu'on voit si c'est vraiment ce qu'on voulait dans le… Bah, écoute, ça sera dans l'épisode. Encore un immense merci, Tanguy, pour ton temps, pour tous tes conseils et d'avoir accepté de nous partager tout ça. C'est très précieux pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc, un immense merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Simon. C'était super. À bientôt. Salut. Ciao.